Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Avant de présenter notre invité, je vais vous parler de l'épisode qui sortira vendredi dans lequel je fais un retour sur un an de podcast et surtout je vous parlerai de la nouvelle offre One Step Forward que l'on lance chez Scale to Sell. Mais tout de suite pour commencer notre épisode, j'accueille Cyril. Salut Cyril. Bonjour, bonjour à tous. Bon Cyril, je vais t'essayer de présenter et Oui, puis après tout à on va fait. rentrer dans ton parcours. Bien sûr, bien sûr. Alors, Cyril Labi, moi, je suis marié à Audrey, je suis papa de trois enfants. Alors, je viens du monde informatique, j'ai fait des études informatiques. Je me suis lancé en fait très rapidement dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai d'abord été indépendant. J'ai beaucoup grenouillé autour des technologies Oracle pendant quelques années dans des grands comptes, notamment parisiens. Donc, j'étais spécialisé autour des technologies Oracle. À l'époque, on était encore sur du client-serveur. Donc, j'ai commencé à bosser avant le passage à l'euro pour des grands comptes parisiens. Ma volonté a toujours été à cette époque, déjà à cette époque, de créer mon entreprise. Donc, j'ai commencé en tant qu'indépendant pour voir un petit peu comment se passait le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Et dès 2000, au bout de quelques années, en fait, j'ai créé une société de services qui me permettait en fait voilà, de passer côté commercial et de proposer un petit peu les services pour lesquels on faisait appel à moi, c'est-à-dire vendre, proposer des ressources en assistant technique à des clients grands comptes qui étaient soit des clients dans lesquels j'étais déjà intervenu, soit des clients que j'avais acquis au cours de prospection. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que j'avais assez peu d'impact sur le marché. Donc ma volonté, en fait, ce que j'ai voulu faire, j'ai eu une opportunité en 2011 de transformer la structure, en fait, de passer d'un mode société de service à un mode éditeur de logiciels. Et ça a été un vrai tournant, un vrai changement stratégique. J'ai rencontré en 2011 mon associé aujourd'hui, qui s'appelle Nicolas Desouliers, qui venait lui avec la compétence métier. Moi, je venais avec la structure, avec la capacité financière d'aller adresser des grands comptes, notamment au travers de gros appels d'offres. Et c'est à partir de là qu'on a monté l'offre Commute sur laquelle on travaille encore aujourd'hui, qui est vraiment en mode éditeur de logiciels. C'est vraiment cette structure en fait qui permet voilà, on a créé un produit pour permettre aux opérateurs de transport de communiquer une information, notamment en situation perturbée, sur l'ensemble des médias de communication, voilà, en temps réel pour les opérateurs de transport. Et aujourd'hui, on travaille sur ce sujet depuis une douzaine d'années. On est parvenu en 12 ans à être leader sur notre marché, leader de l'information voyageur qu'on appelle nous conjoncturelle, c'est-à-dire en situation perturbée. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà quel est où on en est Et aujourd'hui. j'ai déjà plein de questions qui me viennent. Une première question sur tes débuts, parce que c'est quelque chose que je vois souvent chez les personnes que j'accompagne. Quand tu passes de l'indépendant à des recrutements d'autres personnes et dans un mode de SN, est-ce que toi, tu avais fait le choix de produire et de recruter en parallèle, ou tu t'étais mis uniquement dans un rôle de commercial et tu recrutais d'autres personnes? Alors, c'est vrai qu'au début, ça s'est fait en transition. Hein, moi, ce que je faisais, c'est que j'arrivais à me consacrer un peu de temps pour faire de la prospection, pour aller démarcher d'autres clients. Et ce que j'ai essayé de faire, en fait, j'ai essayé de me baquer en gardant des missions d'un côté et en commençant à salarier de l'autre, ce qui m'a permis de faire la transition progressivement. Mais le réel enjeu à l'époque, si on peut en parler, c'est de comprendre que le risque finalement n'est pas un frein. Le risque est ton meilleur allié en fait quand tu veux créer de l'impact. Si quand on veut créer sa société et qu'on a peur du risque, effectivement, on va avoir du mal à évoluer. Et c'est ça en fait tout l'enjeu d'un entrepreneur, c'est de comprendre que le risque finalement, ça sert de levier pour aller encore plus haut, pour avoir encore plus d'impact. Et quand on acquiert en fait quand on arrive à intégrer cette notion-là, tout devient beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus simple d'entreprendre. Donc, j'étais dans une démarche un petit peu intellectuelle où j'avais du mal à comprendre que le risque pouvait m'aider à aller encore plus haut. Et quand j'ai passé cette étape, ça s'est passé un peu plus facilement. Cette activité de service, tu l'as montée jusqu'à combien de personnes? On était arrivé à 25 personnes. 25 personnes. Donc ouais, ça fait un chiffre d'affaires significatif et ce qui du coup, quand on veut basculer sur une autre activité, permet de bien la financer
et surtout permet aussi de présenter à des, j'imagine que par rapport à l'information voyageur, vous êtes sur des donneurs d'ordre publics, tu arrives tout de suite avec des bilans positifs et un chiffre significatif, donc ça rassure. Ouais, tout à fait. En plus, ce qui est bien, c'est que finalement, ça nous a évité de nous diluer trop tôt. En fait, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait avoir un produit qui convenait parfaitement aux besoins du métier, aux besoins des opérateurs. Et donc, on a fait ça lentement mais sûrement. En fait, euh, on a, voilà, on n'a pas voulu se diluer trop tôt, ce qui nous a permis de garder la gouvernance. Et finalement, avec le temps, on a été chercher des fonds auprès de BPI pour nous aider à financer tout ça, mais sans se diluer. Et au moment où on a eu besoin, ce qui nous est arrivé en 2024, au moment où on a eu besoin d'aller à l'international, de lancer notre stratégie de passage à l'échelle à l'international, c'est là qu'on a décidé d'aller chercher des fonds auprès d'un fonds lillois qui s'appelle Ressources Capital pour lancer l'international. Mais jusque-là, en fait, on a toujours considéré qu'il fallait qu'on garde la gouvernance sur l'entreprise pour pouvoir non pas imposer notre vision, mais pour pouvoir dérouler notre vision et continuer à appliquer ce qu'on avait en tête pour les années à venir. Alors, concrètement, votre vision et l'info voyageur en milieu perturbé, comment vous en êtes arrivé en fait à identifier cette opportunité? Alors tout d'abord, moi, quand j'étais dans le monde du service et Nicolas, pareil pour Nicolas, si tu veux, on intervenait pas mal aussi pour des réseaux de transport. On avait identifié cette problématique à l'époque qui finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution qui venait adresser cette problématique de communication d'une information en situation perturbée, d'une information synchronisée, cohérente sur l'ensemble des médias de communication. Donc, ouais, Peut-être je que tu t'écoute, peux nous pardon. expliquer ce que c'est que justement l'environnement perturbé et nous donner un exemple? Ouais, bien sûr, tout à fait. En fait, quand on a une perturbation comme un accident de voyageur, un incident technique sur une rame, les réseaux de transport ont l'obligation, j'ai même envie de dire même l'obligation légale, de communiquer une information aux voyageurs en temps réel, de manière synchronisée sur l'ensemble des supports de communication, sur ce qu'on appelle nous plus généralement l'ensemble du périmètre de diffusion. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand un opérateur est surpris par un événement impondérable, étant donné qu'il va devoir saisir les messages de manière séquentielle sur l'ensemble des supports de communication, les messages risquent d'être contradictoires d'un média à un autre. Ça, c'est le premier constat qu'on peut avoir. Deuxième constat qu'on peut avoir, c'est que dans une organisation de transport, assez souvent, on a le marketing qui fait ses messages de son côté. Toujours quand le réseau de transport est surpris par un événement impondérable. Donc, on a le marketing qui fait ses messages, l'exploitation qui fait ses propres messages. Donc, encore une fois, par manque de partage de l'information, on va avoir des messages totalement contradictoires. Et donc, partant de ces constats, mais de ces deux grands constats, mais il y en a beaucoup d'autres, on a créé ce qu'on appelle, nous, le premier SaaS dédié à l'information voyageur conjoncturelle. On a créé une gestion centralisée de l'information voyageur qui va permettre, au travers de scénarios, ce qu'on appelle, nous, des scénarios préétablis et évolutifs, de communiquer des messages de manière synchronisée sur l'ensemble du périmètre de diffusion. Et ce qui est une vraie révolution, puisque avant, si tu veux, les solutions qui existaient envoyaient des messages un peu robotisés, de manière unitaire, sans faire de ce qu'on appelle nous, sans faire de suivi. C'est-à-dire que quand tu as une perturbation, bah, les opérateurs informent sur une perturbation, mais si tu as des impacts en cascade, eh bien, les opérateurs n'informent pas au fil de l'eau, au fil de l'évolution de l'événement. Donc, on est venu créer un moteur de scénarisation qui apporte une vraie plus-value au marché et qui aujourd'hui a été adopté par l'ensemble des gros opérateurs du marché du transport en France. Il y a combien quel est le pourcentage de la population française qui est exposée à vos messages aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a 100% de la population française, il y a 65 millions de Français qui voient nos messages sans savoir qu'ils proviennent de chez Commute. Mais aujourd'hui, on est sur à peu près 70 réseaux de transport en France, au travers de 15 clients. On a à peu près 3500 utilisateurs uniques à la plateforme. Il y a à peu près 5000 campagnes d'information par jour qui sont diffusées. C'est-à-dire une campagne d'information, c'est vraiment quand j'appuie sur le bouton pour faire une communication liée à un événement. Voilà quelques métriques. Ouais, ouais,
On a vraiment une position de leader en France de l'info temps réel B2B, l'info conjoncturelle, l'info de perturbation. Et l'objectif pour nous, c'est très rapidement d'aller à l'international. On a déjà des premiers accords à l'étranger. Ce qu'on prévoit, c'est d'être leader de notre marché en Europe sous 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a levé des fonds en ce début d'année. Il y a des concurrents internationaux? Alors, on a fait un benchmark avant d'aller lever des fonds. Tu sais, moi je suis plutôt quelqu'un de très besogneux, donc je fais mon job, je vais analyser le marché avant d'aller lever des fonds. En fait, on a benchmarké l'ensemble du marché européen et même l'ensemble du marché américain. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution équivalente. Après, on n'est pas à l'abri, hein, bien entendu. On a peut-être pas tout vu, mais on a vu qu'il n'y avait pas de solution a priori équivalente. Donc, voilà, on a levé des fonds pour aller très rapidement à l'international et d'être leader sous 4 ans en Europe. Du coup, en Europe, pour être leader, vous devez convaincre qui? Alors, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est, si je peux, ouais, la vraie question qui se pose, c'est vraiment la scalabilité du modèle. C'est assez, non, j'allais dire c'est assez simple, c'est pas simple du tout, mais c'est très, comment dire, c'est accessible que d'être leader sur un marché quand tu es sur un marché domestique, mais d'aller, le passage à l'échelle, d'aller très rapidement à l'international et d'acquérir des marchés à l'international, c'est compliqué. Et donc, ce qu'on a prévu de faire pour rendre le modèle scalable, ce qu'on a prévu de faire, c'est vraiment de passer via des partenaires, des sociétés avec qui, soit avec qui on travaille aujourd'hui en France, qui sont déjà positionnés à l'étranger et qui ont des agences locales dans des pays étrangers, hein, qui vont permettre de franchir ces barrières culturelles. Et ce qui va nous permettre à nous finalement, euh, comment dire, d'augmenter le nombre de clients simultanés qu'on va pouvoir déployer. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc le passage à l'échelle est un réel enjeu pour nous. C'est ça le sujet. Vous devenez vraiment éditeur de logiciels avec des intégrateurs qui vous portent en fait à l'étranger. Exactement. C'est s'affranchir des problèmes d'intégration. Alors, nous faut savoir que notre produit, c'est un vrai hub de données. On est un vrai concentrateur de flux. Donc, c'est ça qui fait aussi c'est ce qui fait la pérennité du modèle. Parce que quand tu es fortement intégré dans un système d'information, ben forcément, le client est très attaché, hein. Il est compliqué pour un client de redémarrer sur un projet de redémarrer en mode intégration, d'intégrer un nouveau produit. Donc là, c'est ce qui fait qu'on est fortement intégré. Pour autant, l'intégration est quelque part est un frein à la scalabilité, puisque si on veut gérer plusieurs clients en parallèle, on va s'appuyer sur des intégrateurs français qui sont à l'international ou étrangers qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de déployer plusieurs clients en simultané. Il y a des parallèles avec le monde de la billettique? Alors, on parle beaucoup de masse, de mobility as a service. Il y a toujours cette volonté pour les gros réseaux de transport, pour ce qu'on appelle nous les autorités organisatrices. Tu sais, les autorités organisatrices, c'est vraiment ces entités publiques en fait, comme les métropoles, les régions, les départements, qui vont déléguer le service de l'exploitation d'un réseau à un opérateur de transport, que ce soit une délégation de service public ou une régie de transport. Donc, pour ces autorités organisatrices, il y a un réel besoin de centraliser non seulement la billettique, pour qu'on puisse avoir, pour que le voyageur puisse avoir un billet pour aller, un ticket pour aller d'un point A à un point B, quels que soient les réseaux en correspondance. Et pour l'information voyageur, c'est le même sujet. En fait, on va vouloir, ces autorités organisatrices vont vouloir vraiment informer les voyageurs de porte à porte, quels que soient les réseaux en correspondance, quels que soient pour avoir une continuité de service sur tout le territoire. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie volonté de centraliser tout ça. Et avec notre solution, avec notre gestion centralisée de l'information voyageur, on est capable aujourd'hui de déployer notre solution sur tout un territoire pour équiper plusieurs opérateurs au sein d'un même territoire pour que non seulement on puisse les aider à faire leur propre communication, mais pour faciliter en fait le partage d'informations entre les différents opérateurs pour que les voyageurs justement puissent avoir une information de porte à porte pour éviter que si tu prends plusieurs réseaux en correspondance, tu puisses être surpris à un moment donné qu'une I est en panne alors que tu n'es pas encore arrivé sur le réseau sur lequel tu vas passer. Donc voilà, c'est vraiment le passage d'informations pour l'ensemble des opérateurs, que ce soit pour la billettique ou l'information voyageur, pour avoir une solution, avoir une même solution sur tout un territoire.
Dans l'histoire de Commute, bon, on a compris qu'il y avait une histoire avant l'histoire, mais depuis que vous avez migré sur cet axe, quelles ont été les grandes étapes de développement? Et est-ce qu'il y a des clients qui ont fait changer d'échelle? Alors, effectivement, ouais, tout à fait. Alors avant Commu, tu sais, on était en mode assistance technique, donc c'est ce qui nous a permis finalement d'accumuler une surface financière pour adresser les gros réseaux de transport. Donc on a toujours eu, mon associé et moi, on a toujours eu cette culture des grands comptes provenant du monde du service. Mais c'est vrai qu'après, dès lors qu'on a lancé cette offre Commute, notre premier client qui a été la RTM, avec qui on a éprouvé la solution pendant 2 ans, nous a permis passer, de passer un cap. Donc on a éprouvé la solution avec eux pendant 2 ans, ce qui nous a permis d'avoir un vrai produit qui convenait à un marché, les RTM qui est aujourd'hui, je crois, le deuxième ou le troisième plus gros opérateur urbain en France, troisième je crois. Donc on avait un vrai produit. Après ça, il s'est passé un événement majeur. Je vais te raconter après une petite anecdote qui va peut-être te faire sourire. Euh, En 2017, en fait, il se passe les événements en gare Montparnasse, ce qui a été un vrai déclencheur pour nous, suite à quoi on a signé la SNCF. Mais je vais te raconter une petite anecdote qui est assez sympa. 2017, avril 2017, je suis à Montréal au salon du transport. C'est la messe du transport au niveau international, le salon UITP pour l'Union internationale du transport public. Et je rencontre à la soirée d'ouverture, à la cérémonie d'ouverture, je rencontre une dame qui est la présidente de la RATP, à l'époque Elisabeth Borne. Et on est assis un petit peu, on était un petit peu les genoux du salon, hein, on était dans l'espace start-up, mais pendant la cérémonie d'ouverture, je dis à mon associé, je lui dis, écoute, Elisabeth, la présidente de la RATP est là, il est hors de question qu'on n'aille pas lui présenter ce qu'on fait. Donc je vais la voir un petit peu, tu sais, avec, avec un peu de bagou, je vais la voir pour lui dire, écoutez, vous avez fait 8000 km, on est à Montréal, on a fait 8000 km, nous aussi, il serait dommage qu'on puisse pas se rencontrer pour qu'on puisse en discuter. Et je lui dis, bah, demain matin, quand vous serez, si vous pouvez passer nous voir, on est à l'étage de start-up. Elle me dit très bien, je passerai. Sauf que dans la nuit, le gouvernement de l'époque, elle est nommée ministre des Transports, donc elle rentre à Paris. Elle rentre à Paris. Donc elle ne vient pas nous voir, alors que j'étais persuadé qu'elle viendrait. Elle l'avait dit et je sais qu'elle était sincère. Euh, pendant l'été, pendant le chassé-croisé, il se passe les événements en gare Montparnasse. Hein, pendant le chassé-croisé, on a un caténaire qui explose en gare Montparnasse et un problème d'information voyageurs sur toute la place parisienne. Donc c'est un petit peu compliqué en termes d'information voyageurs. Euh, Deuxième salon qu'on fait à Marseille au mois d'octobre. Donc je relance une invitation à la présidente, pardon, non pas à la présidente, mais à la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui se rappelle de l'échange qu'on a eu. Donc on est sur son parcours officiel en octobre 2017, donc après les événements en gare Montparnasse. Je lui présente notre solution et je lui dis qu'on a mis en place à la RTM un système d'information voyageurs cohérent et réactif, notamment en situation perturbée. Phrase qu'on retrouve. Alors j'ai jamais su si c'était vraiment, euh, si vraiment elle avait repris la phrase que je lui avais donnée, mais on retrouve cette phrase aujourd'hui dans le rapport qu'elle fait à la SNCF suite aux événements en gare Montparnasse et qui a été un vrai levier pour nous pour déployer notre solution à la SNCF. Donc une petite anecdote que j'ai trouvé sympa pour te montrer on a vraiment eu un réel impact sur le marché en fait. On a vraiment réussi à voilà notre vision en fait était une vision juste. On a vraiment réussi à évangéliser un marché qui était assez vierge à l'époque. Et derrière, après, les autres étapes? Alors après, voilà, après on a lancé une démarche commerciale assez structurée. Ça s'est fait progressivement. Après on a déroulé. Hein, on a eu comme client, on a signé à Nice. Hein, bon, Marseille, on avait fait Marseille avant. On a fait Nice, on a fait Strasbourg, on a fait Rouen, Dijon, Grenoble, Lyon. On a fait ensuite la RATP. Donc on est à la RATP aujourd'hui et on a fait deux grandes autorités organisatrices
euh, notamment le département du Rhône, qui est le deuxième plus gros opérateur, deuxième plus grosse autorité organisatrice en France, qui s'appelle le Citral. Voilà. Après, on a une deuxième autorité organisatrice que je ne peux pas encore évoquer, mais ça sera, on le communiquera avant la fin de l'année, j'espère. Mais c'est un gros transporteur français. Bon, ça donnera lieu de faire une petite communication à ce moment-là. Ouais. Et on a déjà des accords à l'étranger. On attend les notifications avant la fin de l'année pour. Donc, on a déjà lancé une démarche commerciale assez structurée à l'étranger et on a déjà des premières retombées qui arrivent. Justement, vous vous êtes répartis un peu les rôles comment avec Nicolas? Et une question corollaire, qui porte l'effort commercial aujourd'hui? Alors, l'effort commercial, c'est moi qui le porte. Nicolas est beaucoup plus positionné sur le produit et aussi sur la partie intégration, même si aujourd'hui, on est de plus en plus structuré. Nicolas s'occupe de toute la partie produit. On a 5 personnes dédiées au produit qui font perpétuellement évoluer le produit. Ça a été un vrai enjeu chez nous. On va en parler peut-être un peu plus tard. Donc, Nicolas est positionné sur du produit. On a une équipe d'intégration qui est chapeautée par Nicolas, mais d'un peu plus loin, qui est là pour intégrer le produit au sein du système d'information du client. On a une équipe SaaS, puisqu'aujourd'hui, nos plateformes SaaS sont extrêmement nombreuses. On doit avoir une cinquantaine de plateformes SaaS pour l'ensemble de nos clients. On a une équipe métier qui est constituée de ce qu'on appelle nous des business analysts, en fait, des consultants fonctionnels qui vont accompagner les clients aussi bien dans le déploiement métier de la solution qu'en phase de run pour, par exemple, créer les scénarios avec le client, former les utilisateurs, définir les rôles des utilisateurs, voilà, tout l'aspect métier. Et après, moi qui m'occupe du BizDev, moi j'ai un BizDev avec moi moi je m'occupe de la France en fait, parce que c'est un marché historique que je connais plutôt bien. On a un BizDev avec nous qui s'occupe de l'international pour animer le réseau de partenaires, une personne au contractuel et une personne au social, pardon. Voilà, donc on a à peu près 25 aujourd'hui. Et on prévoit d'embaucher, en 2025, on prévoit d'embaucher une personne par mois jusqu'à la fin de l'année. Donc Donc ça une peut belle se faire. croissance qui s'annonce. Oui, tout à fait. Ça va être quoi les postes sur lesquels tu recrutes? Alors, beaucoup de consultants métiers pour accompagner nos clients. Ce que je disais à l'instant, hein, c'est l'accompagnement des clients pour les former à l'outil, pour les aider à créer les scénarios. Voilà, donc consultants fonctionnels et consultants tests pour, euh, pour tester les nouvelles versions. Ce qui est important de comprendre, c'est que chez Commute, on a un vrai positionnement produit. On a un produit qui aujourd'hui, c'est le même produit qui gère tous nos clients. En fait, ça c'est peut-être intéressant d'en parler. On a créé le produit, on n'a jamais fait de spécifique dans le produit. Donc il n'y a aucune brique qui n'est spécifique à un client donné. On a un produit qui est totalement générique, qui a été créé un peu comme un puzzle, qui va venir s'adapter en fonction du paramétrage qu'on va y mettre. C'est le même produit aujourd'hui qui gère les plus gros clients ferroviaires comme les plus petits réseaux de transport urbain. C'est le même client qui va gérer la plus grande autorité organisatrice voilà, c'est le même produit qui va gérer une organisation de transport, une organisation horizontale ou une organisation verticale. C'est vraiment un produit qui va s'adapter en fonction des contextes. Il y a un réel enjeu derrière voilà, d'avoir un produit aussi générique quand on a des clients aussi grands comptes qui tirent en fait, qui sont très exigeants et qui tirent l'innovation, qui tirent l'innovation. Quoi. Et du coup, en fait, cette team produit et ce corps produit, vous avez encore des offres on-premise? Vous êtes tout en SaaS aujourd'hui? Non, on fait plus de on-premise. On fait plus de on-premise. Le on-premise est un frein en fait au déploiement de la solution. Aujourd'hui, on a une solution qui fonctionne bien. On est sur du Microsoft Azure. On a tous les process, tout est optimisé pour que le déploiement se passe le mieux possible. On n'a plus besoin de demander les autorisations à nos clients. Alors bien évidemment, c'est fait en partenariat avec nos clients. On fait rien sans que le client ne le valide, mais souvent, on a des freins au déploiement liés à des demandes d'autorisation qui prennent assez souvent du temps, liés à des plateformes qui sont pas configurées comme on le souhaiterait. Voilà, il y a tout un tas de freins qui fait qu'aujourd'hui, pour optimiser, en fait, tout est déployé sur du Microsoft Azure, sur nos plateformes SaaS et même nos plus grands comptes aujourd'hui, avec la volumétrie qu'on peut imaginer,
avec les exigences en termes de sécurité qu'on peut imaginer. Tout est déployé sur du Microsoft Azure en France pour les clients français, et ce qui donne l'avantage aussi pour des clients étrangers de pouvoir héberger sur du Azure en local, euh, grâce au maillage des D'accord. plateformes. Euh, on n'a pas posé une question, mais quel est le business model en fait de Commute? Ouais, on est sur un nombre d'utilisateurs. En fait, on est sur un nombre d'utilisateurs et un nombre de connecteurs. Plus le périmètre plus le périmètre fonctionnel va être large. Enfin, c'est-à-dire plus il va y avoir des connecteurs, que ce soit en amont ou en aval, plus la licence va être élevée. Plus on va avoir d'utilisateurs, plus la licence va être élevée. Donc, on est vraiment sur des plateformes SaaS. euh, et on réfléchit aujourd'hui à un modèle à la consommation. Et ça, c'est en phase de réflexion. Consommation, c'est-à-dire en fonction du nombre d'utilisateurs du réseau? En fonction du nombre de messages générés et générés par les utilisateurs de la plateforme. Donc on y réfléchit un peu comme pourrait le faire un Salesforce, mais c'est en cours de réflexion. Ouais. Tu nous as dit là que tu allais recruter une personne par mois en 2025. Dans les recrutements, est-ce qu'il y a eu des recrutements qui étaient un peu game changer dans votre approche et dans votre structuration? Alors moi j'ai toujours considéré qu'il fallait prendre des personnes, qu'il fallait bien payer les gens tout d'abord, ça c'est important. C'est important de le dire, des personnes sur qui des personnes responsables. J'aime bien moi quand on a des gens autonomes, responsables et donc oui, il y a eu tous nos profils aujourd'hui. On est dans l'innovation, on essaye d'imposer une vision. Tu sais très bien que quand on est tout seul sur un marché au départ, il faut arriver à évangéliser. Et quand on n'a pas les ressources qui portent cette vision, c'est compliqué. Donc il faut, en fait, toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, elles sont toutes des ressources game changer, quoi. J'ai envie de dire que quand on n'est pas prêt à aller comment dire, d'aller au front, d'aller se battre, de porter des sujets, d'être capable de donner le change à un client, parce qu'on a des clients qui sont très institutionnels, qui sont des institutionnels avec une exigence très très importante. Quand on n'a pas des ressources qui sont capables de tenir, en fait, d'avoir un échange avec un client, que ce soit sur les aspects techniques, sur les aspects métiers, sur les aspects sécuritaires, euh, nous on se retrouve aujourd'hui, chacun de nos collaborateurs se retrouve aujourd'hui à devoir échanger avec des fois avec 10 personnes parce que on a une petite structure, on adresse des clients grands comptes. Tu peux avoir en face de toi quelqu'un qui est sur les aspects sécurité, une autre personne qui est sur les aspects juridiques. Il faut pouvoir répondre à tout le monde. Donc en fait, chaque personne qui rentre chez nous sont des personnes qui sont capables d'adresser plusieurs sujets et qui sont surtout capables et surtout qui sont très impliqués, quoi. Très impliqués pour monter en compétences et se mettre à niveau de ce qu'on souhaite faire. C'est quoi, toi, un peu tes critères de recrutement? Qu'est-ce qui te plaît quand tu recrutes quelqu'un? Moi, ce que je cherche, en fait, c'est des gens humbles et des gens très impliqués. Humbles parce qu'on a créé un modèle, on a créé une entreprise, et ce que je demande aux gens, c'est vraiment de pas vouloir tout révolutionner, mais de comprendre un petit peu les habitudes de l'entreprise. Et après, par la suite, une fois que c'est bien intégré, de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, je demande un peu d'humilité au départ, mais surtout beaucoup d'implication. On a un produit qui a 12 ans de vie. On a accumulé les couches applicatives. Donc, on a un vrai SaaS très riche. J'ai envie de dire que c'est tout aussi complexe qu'une application financière, qu'une application bancaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et on a vraiment besoin de gens, de personnes très impliquées pour monter en compétences euh, et pour pouvoir oui, échanger avec un client. On est vraiment perçu comme des experts de l'information voyageur. Nos clients viennent nous voir pour ça. Et on a besoin de gens de personnes qui sont, ouais, qui sont mises à niveau et qui puissent encore une fois apporter leur pierre à l'édifice parce qu'elles se sont impliquées, parce qu'elles sont montées en compétences. Quelle est la question que tu préfères poser en entretien d'embauche? Écoute, j'ai envie de te dire que assez souvent, je pose pas de questions, j'écoute les gens et je ne regarde pas le CV. Je jette un coup d'œil quand je reçois un CV, je jette un coup d'œil en diagonale. S'il y a quelques mots-clés, les mots-clés que j'attends, je mets le CV de côté et j'écoute la personne. Et j'ai besoin de voir en fait si
le discours est cohérent. J'ai besoin de voir si ouais, j'ai besoin de voir si le discours est cohérent, s'il y a une réelle envie de monter en compétence, si la personne s'est intéressée à ce que fait Commute. Et à partir de là, si ces quelques mots-clés, ces quelques points ont été validés, je passe très vite, en fait, je fais une proposition très vite, très très rapidement. Il n'y a rien de plus important que la personnalité bien avant les compétences. Une personne qui n'est pas compétente, qui a quand même les quelques mots-clés qu'on cherche, mais qui n'a pas une grosse expérience, mais qui a très envie, on va lui donner sa chance. Une personne qui a une grosse expérience, mais qui n'a pas très envie, et qui finalement veut venir pour imposer sa vision alors qu'elle ne sait pas encore ce qu'on fait ou ce qu'on fait ou quelles sont nos habitudes au quotidien. Ça, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas. Je comprends. Moi, ça me fait penser à une citation que j'aime beaucoup, c'est qu'il vaut mieux avoir un trou dans son organisation qu'un trou du cul. Mais bon, c'est C'est exactement ça. Exactement ça. hem, on va changer de sujet. Tu nous as parlé, de donneurs d'ordre public et d'innovation. Hum. Souvent, on a l'impression que c'est, 2 mondes qui arrivent pas forcément à se parler. Comment, vous avez réussi à imposer justement de l'innovation dans ce secteur? Ouais, alors c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Déjà, il faut s'armer de beaucoup de patience. Mais je pense que le monde du transport, comme tout autre domaine, en fait, c'est un domaine qui est le monde de la mobilité, c'est un domaine qui a besoin d'innovation. Il y a un vrai besoin d'innovation. Donc, effectivement, on a pris notre mal en patience. On a montré tout d'abord, on a montré en fait qu'on était capable de déployer des gros réseaux de transport et on a montré que notre produit a une vraie plus-value pour les réseaux de transport. En fait, on a une plus-value autant pour les voyageurs que pour les opérateurs eux-mêmes. Et ça, aujourd'hui, c'est le monde du transport autour de Commute est assez unanime sur la plus-value qu'on peut apporter. Donc, à partir du moment où tu as une première réussite avec la RTM, une deuxième réussite avec la SNCF, une troisième réussite avec la RATP, après, c'est assez simple, en fait, d'avoir l'adhésion du marché. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on est effectivement dans le domaine public, avec toute la difficulté qu'on peut connaître dans les process d'achat. Elle est là la difficulté. Et c'est là où il faut s'armer de patience. C'est là où il faut ouais, améliorer la scalabilité, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pour pouvoir adresser plusieurs clients en parallèle. Et le réel enjeu, si on doit parler le réel enjeu a été plutôt sur les aspects financiers. Comment on va faire pour tenir dans la durée sans se diluer. Et c'est ça, ça a été ça le réel enjeu. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est on a pris des fonds auprès des pays, des fonds non dilutifs qui nous ont permis de garder la gouvernance. Mais l'enjeu, il a été plutôt sur des aspects financiers que sur des aspects produits, parce qu'on avait un produit, on était tout seul. La vraie question était quel est le temps nécessaire pour évangéliser le marché. C'est ça qui a été compliqué. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'avoir un produit qui est utilisé presque par tous les Français et qu'aucun des Français connaisse ta marque? Ouais, c'est une vraie question en fait. Ouais, tout à fait. C'est un peu frustrant et ça c'est j'essaie aujourd'hui de trouver des solutions pour communiquer à côté de ce qu'on peut faire avec nos clients. Parce que les clients que je t'ai cités, ce sont des clients avec qui on travaille depuis longtemps, donc ce sont des clients qui nous laissent les citer. Pour autant, en fait, quand on gagne un marché, alors qu'on discute avec les clients depuis plusieurs années, quand on gagne un marché, il nous faut 2 ans, en fait, avant que le client nous autorise à le citer. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse à ça. On essaie de communiquer sur des sujets qui sont très périphériques, sur l'innovation qu'on peut mettre dans notre produit, sur les quelques métriques qu'on peut avoir, on communique là-dessus. Après, dans le monde du transport, on est connu et reconnu. On est vraiment sur une niche, donc dans notre milieu, on est reconnu, donc on n'a plus forcément besoin de communiquer. Le réel challenge qui arrive aujourd'hui, c'est comment on va faire pour communiquer à l'international. Ça, c'est un vrai sujet auquel j'ai pas encore de réponse et auquel on est en train de réfléchir aujourd'hui. On va parler un peu maintenant de Cyril l'entrepreneur et Cyril l'associé. Donc tu nous as dit que ça faisait 12 ans que tu étais, avec Nicolas.
Mmh. Comment s'est créé, enfin, comment, tu as fait évoluer ton rôle de dirigeant seul à un rôle de dirigeant avec un associé? Et quelles sont un peu les forces de votre duo? Alors, ça a été assez naturel puisque en fait, alors tout d'abord, on a une vision qui est assez commune. On sait très très bien où on veut arriver. On veut avoir tous les deux beaucoup d'impact. On veut vraiment, voilà, vraiment être le leader, ce leader en Europe. Ça, on le veut tous les deux. Après, l'avantage qu'on a tous les deux, c'est qu'on est assez complémentaires. Lui se positionne plutôt sur des aspects produits, plus sur des aspects techniques. Moi, je me positionne plus sur des aspects commerciaux. Je suis plus sur de la com, sur les aspects financiers. Donc, en fait, si tu veux, on a une vision commune avec un périmètre très complémentaire. Chacun connaît, bon, ça fait maintenant 12 ans qu'on bosse ensemble, donc on connaît les limites de chacun. Donc, on sait être solidaire quand il faut l'être. On sait éviter de se marcher sur les plates-bandes quand des fois on déraille un peu. Donc voilà, ça s'est fait notre association s'est fait progressivement. Pour autant, on a appris à se connaître avec le temps et aujourd'hui, ça marche plutôt très bien. Quand il y a des différends, comment vous réussissez à vous mettre d'accord? Ouais, écoute, un peu comme tout le monde, hein, on peut se faire la gueule un petit peu quelques heures. Après, on sait très bien tous les deux que notre intérêt est un intérêt commun. Donc, on sait, euh, on sait se remettre en question, lui comme moi, et pour se dire, bon, bah, écoute, là j'ai eu tort, j'aurais pas dû. Effectivement, toi, tu as eu tort à ce moment-là, tu aurais dû faire comme ça. Je pense qu'il y a suffisamment on sait se dire les choses quand il faut le dire, on sait se faire petit quand on s'est trompé. On a tous les deux cette humilité et cette envie d'avancer pour faire que ça fonctionne bien. Bon, vous avez pris la décision, assez stratégique de faire entrer, un investisseur en capital. C'est un process qui a duré combien de temps pour, trouver le bon partenaire financier? Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet qu'on m'a reproché, mais on n'a fait qu'un seul entretien avec un seul fonds. Ouais, ouais, ça s'est plutôt très bien passé. On a tellement eu le feeling, aussi bien eux que nous, que en fait, on était tellement occupés par ailleurs en plus. Donc moi j'ai dit au cabinet d'affaires qui nous a accompagnés, qui est le cabinet Lowen, euh, je leur ai dit, écoutez, je veux pas en voir plus. On est occupé, ça se passe très bien. On est d'accord sur les conditions. Ils vont nous accompagner. C'est un fonds en fait d'entrepreneurs très bienveillants, qui sont pas là pour nous imposer une rentabilité, mais qui sont là pour nous accompagner dans la croissance. Et ça, j'ai trouvé ça tellement sain en termes de démarche, en termes d'état d'esprit que j'ai dit, j'ai pas besoin d'aller plus loin. On va signer avec eux et ça va se faire. Et effectivement, ça se fait très naturellement depuis 8 mois maintenant, depuis qu'on a signé. En dehors du cash qu'ils vous ont apporté, ça a changé quoi pour toi? Alors, bon, ça fait que 8 mois qu'on est avec eux, mais aujourd'hui, voilà, beaucoup déjà de disponibilité de leur part. Ils ont un réseau assez important. On réfléchit actuellement à des sujets stratégiques d'acquisition. C'est un gros réseau qui est mis à disposition, aussi bien côté. Bon, nous, on est dans le domaine un peu politique. En fait, dans le domaine des élus, donc ils nous mettent à disposition leur réseau politique, ils nous mettent à disposition leur réseau. Voilà, on discute aujourd'hui avec des cabinets pour faire des acquisitions stratégiques à l'étranger. Donc, il y a une réelle mise à disposition du réseau et un réel accompagnement au quotidien pour nous aider à passer, à déverrouiller certains points quand c'est nécessaire. C'est quoi les objectifs que tu te fixes sur les 3 prochaines années? Avec Commute, bah, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, hein, c'est vraiment d'être leader en Europe sous 4 ans de ce qu'on appelle, nous, l'information voyageur temps réel et conjoncturel. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on va chercher en fait à devenir un standard, ce qu'on appelle nous le standard euh, d'échange de données de temps réel sur de l'info conjoncturelle. Ce qu'on veut, c'est que demain, les réseaux de transport puissent échanger des fichiers commutes quand ils vont vouloir échanger de l'information, partager de l'information sur des perturbations. De la même façon que tu peux échanger
des fichiers Excel avec des collègues quand tu as besoin d'échanger un tableur. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est qu'à terme, en Europe, on puisse échanger des fichiers commutes quand il y a des perturbations entre réseaux de transport pour pouvoir informer les voyageurs. Donc c'est vraiment mettre en place une norme commute. Aujourd'hui, on s'appuie sur, pour être encore plus précis avec toi, hein, on s'appuie sur les normes du domaine du transport. Ce sont des normes que, dans notre domaine, on connaît bien. Ce sont les normes CIRI et GTFS notamment. Et bien, ces normes CIRI, on est tellement dans l'innovation, en fait, que ces normes CIRI, on les a étendues pour qu'elles puissent porter, en fait, les concepts qu'on a implémentés dans notre solution. Et ce qu'on veut, finalement, c'est, quelque part, c'est imposer notre produit et que notre produit devienne une norme au travers de ces flux CIRI qu'on a, qu'on a implémentés. Et en tant que dirigeant, quels sont les points sur lesquels toi t'aimerais progresser dans les prochaines années? Alors, moi, il y a deux étapes, je pense, dans la vie d'un entrepreneur. La première étape, c'est de lancer une entreprise avec tous les doutes qu'on peut avoir, notamment quand on est dans l'innovation. Je pense on l'a tous vécu. Est-ce que notre vision va s'imposer ou pas? Donc ça, c'est quand on a passé cette première étape, bon, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, la deuxième étape, ça va être le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, c'est de pouvoir se dire. Je me suis posé la question à plusieurs reprises de me dire est-ce que je suis l'homme de la situation pour aller à l'étranger, pour structurer l'entreprise pour aller à l'étranger, mettre en place les process qui vont bien, rendre le modèle scalable, aller chercher un réseau de partenaires? Est-ce que je suis l'homme de la situation? Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, parce que je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas te dire si je suis l'homme de la situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai très envie de le faire. Et de la même façon qu'on n'apprend pas à être entrepreneur à l'école, je suppose que je vais être capable en fait de m'adapter et de mettre en place les process qui vont bien pour ce passage à l'échelle. Donc c'est ça l'enjeu en fait qui est devant moi dans les prochaines années, dans les prochains mois. Quelle est la plus grosse erreur que tu aies faite chez Commute qui t'a le plus apporté? Euh, ouais, alors la plus grosse erreur que j'ai pu faire, ce sont, enfin, les erreurs que j'ai pu faire, c'est les problèmes de recrutement. C'est des fois, tu te retrouves dans des situations où tu as des besoins, tu as besoin de recruter. Le problème de commute, en fait, c'est pas un problème. Le problème de riche, c'est qu'on a, on a une grosse croissance. Et c'est assez difficile à certains moments. Et on a besoin de recruter, on n'y arrive pas. Donc, des fois, tu fais confiance à des gens qui n'ont pas la compétence parce que tu crois que ils vont pouvoir se mettre à niveau et que ça ne marche pas. Tu payes cher, tu proposes des salaires élevés, tu fais confiance, mais finalement, ça ne marche pas. Et au final, ça te coûte bien plus cher parce que tu perds du temps, tu perds. Alors déjà, tu as perdu un slot, parce que tu avais prévu une personne, il faut peut-être en prendre une deuxième pour pallier le problème de la première personne. En plus, tu perds plusieurs mois parce qu'il faut repartir sur un processus de validation, de recrutement. Donc, les erreurs que j'ai pu faire, ce sont des erreurs de recrutement. Après, j'ai pu faire aussi des erreurs de communication. Ça, je m'en veux aussi un petit peu aujourd'hui, communiquer sur certains clients alors que c'était pas très opportun. Parce qu'effectivement, le malheur de nos clients à certains moments, quand ils ont des problèmes de perturbation, fait le bonheur de commute. Donc je me suis peut-être un petit peu emballé à certains moments quand j'étais beaucoup plus jeune sur ces sujets-là. Et ce qui m'ont coûté finalement de gros reproches de la part de nos clients. Donc ça m'a un petit peu, ouais, c'est erreur que je ne referai plus. Là, tu t'apprêtes à vivre une grosse phase de croissance avec beaucoup de recrutement. Hem, Tu vas plutôt miser sur des seniors ou sur des, et donc du coup, en fait, qui viennent encadrer les personnes qui sont chez toi pour les faire progresser? Ou est-ce que tu prévois plutôt, au contraire, de confier les rênes et de déléguer à des personnes de ton équipe certains rôles avec des juniors qui viennent les renforcer? Ouais, bah, c'est un peu des deux parce qu'il faut toujours des têtes de pont pour des gens qui ont l'expérience pour ce passage à l'échelle. Après, effectivement, on a aussi besoin de juniors, hein, des gens qu'on va faire monter en compétences dans dans la durée. Donc, c'est un peu les deux profils, bien sûr. Mais ce passage à l'échelle internationale est une étape majeure pour laquelle on peut pas se permettre en fait de se reposer uniquement sur des juniors. Donc, on a besoin des gens qui ont déjà expérience
et qui seront accompagnés par des profils un peu plus juniors. On va basculer dans quelques secondes dans le quiz improbable qui clôt en général ces interviews. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non, t'as bien fait le tour. Je pense que on a bien cerné on a bien cerné Commute. Donc non, non, on a fait le tour. Non, 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 t'as bien cerné tous les sujets. Donc tout Bah, est génial, ça fait plaisir d'entendre. On passe dans le quiz improbable. T'es bien prêt? sûr. Ouais, Alors, je rappelle parfait. la règle. Il doit y avoir une dizaine de questions. Tu as droit à un joker. Bon, tu as le droit de botter en touche s'il y en a d'autres. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Ah, café, bien sûr. Combien par Café. jour? Ouf. Pas tant que ça, entre 4 et 5. Oh, tu es dans la petite moyenne par rapport aux différents interviewés. D'accord. Ouais. Si Commute pouvait parler, quel serait son mot préféré? Ouais. Très très bonne question. Euh, j'ai envie de te dire storytelling. Pourquoi? Parce que le rôle de Commute, c'est vraiment de faire du storytelling auprès des voyageurs. C'est de raconter non pas une belle histoire dans le sens qu'on peut imaginer tous les jours, mais c'est vraiment de raconter en fait une perturbation tout au long de la vie, tout au long de l'évolution de l'événement. C'est-à-dire que grâce à Commute, ce qu'on fait en général, c'est que tu as un événement à un endroit donné, avec plusieurs impacts dans la durée, eh bien on va pouvoir faire du storytelling pour informer les voyageurs et surtout pour rassurer les voyageurs. Parce que c'est ça notre challenge. C'est vraiment de rassurer les voyageurs et d'améliorer la satisfaction voyageur et donc de faire du storytelling au quotidien. Bon, tu as déjà Nicolas comme associé, mais si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi, qui embaucherais-tu et Alors, pourquoi? ouais, mon co-CEO idéal serait le patron de Salesforce. Ouais, ça, c'est pour moi, alors, pour une raison principale. Alors, tout d'abord, il vient du monde Oracle, un peu comme moi à l'époque, mais surtout parce que il a créé, en fait, nous, notre objectif, c'est de créer le Salesforce de l'information voyageur. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de vraiment, un peu comme le fait Salesforce aujourd'hui, profiler les voyageurs pour améliorer le service qu'on peut leur apporter. Leur apporter des messages de plus en plus précis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui notamment avec la SNCF. On est capable de cibler, de personnaliser des messages en fonction de tout un tas de propriétés liées à un voyageur donné. Donc ce qu'on veut demain à terme, c'est profiler les voyageurs pour leur proposer, pourquoi pas, des solutions de mobilité alternatives, pour leur proposer des solutions d'attente, pour leur proposer de plus en plus de services liés à des perturbations ou liés à leur voyage, leur itinéraire. Donc vraiment créer le Salesforce de l'information voyageur, ça serait, c'est pour nous un objectif auquel on aspire dans les prochaines années. Si Commute était une saveur de glace, quel serait son parfum? Ah, ouf, alors là, c'est une question. Oui, euh, évidente. pas évident du tout, hein. Ah oui, écoute, je vais te dire menthe pour la fraîcheur que ça peut apporter sur un marché qui est habituellement trusté par des industriels, des gros mastodontes. On vient avec notre petite touche de fraîcheur et qui fait du bien, je pense, pour certains transporteurs. Du coup, ça tombe bien la question d'après sur les concurrents. Si tes concurrents étaient des personnages de dessin animé, qui seraient-ils? Euh, Très intéressant. Alors, j'ai pas de personnage dessin animé en tête, mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que nos concurrents, certains concurrents, euh, certains concurrents font croire à nos clients qu'ils font la même chose que nous, alors qu'ils sont à 4-5 ans d'innovation derrière. Et ça, c'est avéré par l'ensemble de nos clients, c'est attesté par l'ensemble de nos clients. Donc, pour certains, c'est un peu pas de l'agressivité, mais c'est un peu, voilà, un petit peu de jalousie de voir qu'une petite structure arrive, s'en sort très bien avec des clients grands comptes. Pour d'autres, c'est vraiment, voilà, de se dire que, non pas être satisfait, mais
de voir qu'on a une petite structure, effectivement, qu'on y arrive, donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout dans ce milieu-là chez nos concurrents. Certains sont contents de nous voir avancer, d'autres sont un peu moins contents avec un peu d'agressivité. Bon, Si tu devais créer une mascotte pour représenter Commute, à quoi elle ressemblerait? écoute, je vais te faire une réponse un peu pas très originale, mais j'ai envie de te dire une licorne. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Ouais, ouais. Écoute, l'époque dans laquelle on vit est très belle. Il y a plein d'opportunités, contrairement à ce qu'on peut croire. Énormément d'opportunités. Et donc, je suis très bien là où je suis, Tu es le dans deuxième mon en une époque. semaine à me dire ça. Je suis très bien dans mon époque. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Ah, plutôt gastro. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Vendredi soir. Vendredi soir. Ah, vendredi soir, c'est un grand bonheur. En famille, le vendredi soir est un grand bonheur. On coupe le Moment week-end? privilégié. Ouais, moment privilégié avec ma femme, mes enfants. Lundi matin, plus difficile à redémarrer. Ouais. On est un lundi matin quand on enregistre et tu es quand même en Ouais, forme. je sais, vendredi soir est un grand moment en famille. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Ouais, plutôt Elon Musk. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas d'affaires? Ouf. Très très bonne question. Alors ça, je vais te donner un joker parce que j'ai rien qui me vient à l'esprit. Donc je vais donner mon joker. Alors je pense que je n'ai rien mangé. En fait, j'ai- on a pu me présenter des plats particuliers que j'ai pu refuser à un moment donné. C'est-à-dire, je n'accepte pas de manger un truc que je connais pas ou qui me revient pas ou voilà. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus quoi. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Alors j'ai rien d'étrange dans mon bureau si ce n'est que j'ai le petit cœur que m'a remis mon fils qui est maintenant est très âgé et qui me rappelle que finalement tout ce qu'on fait est bien moins important que la famille qu'on peut avoir, qui est une source d'inspiration pour moi au quotidien. Voilà. Il n'y a rien de plus important que la famille, ma femme et les enfants. Et ce petit cœur-là de mon fils, qui est maintenant un grand garçon, Il a quel me le âge? rappelle au quotidien. Il a 18 ans. Oui, donc voilà. J'imagine que c'est pas hier qu'il te l'a fait, donc c'est quelque Et chose non, que c'est tu pas gardes. hier, mais je l'ai sur mon bureau depuis toujours et ça me rappelle que c'est ça qui est important, bien plus que tout ce qu'on peut faire au quotidien. On va arriver au terme de notre interview. Est-ce qu'il y a une personne auquel tu penses que je devrais inviter pour reprendre ta Ah, place? oui, il y a une personne que tu devrais inviter, mais je t'en ferai part en off, parce D'accord. que je vais pas la citer sans te donner, sans avoir son autorisation. Oui, d'accord. Ce que je peux te dire aujourd'hui, il y a une personne que je veux citer en fait. Bon, il y a avec Nicolas, on a fait de belles choses, mais simplement te dire que sans mon épouse aujourd'hui, tout ça n'aurait jamais existé. Cette société qu'on a créée, elle a toujours été à mes côtés. Ça, c'est hyper important qu'elle ait autant le mérite que moi sur tout ce qu'on a pu faire. Donc voilà, Audrey m'a toujours soutenu depuis le début. Donc s'il y a bien une personne, non pas que je peux citer, mais que je peux remercier dans tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est bien mon épouse. On pourrait faire un épisode avec elle, hein, si elle veut. Ah, si elle veut, je Toujours suis avec pas sûr qu'elle l'aventure. accepte. Je suis pas sûr qu'elle accepte, mais bon, pourquoi pas. Ok. Écoute, merci. Si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? LinkedIn, je pense que ça tu le sais très bien. Je le sais, Tu, ouais. le sais. Vu comme on est Tu proche, sais, ouais. tu sais que mon prénom c'est pas Cyril, mon prénom c'est Joseph Cyril, juste pour information. Donc on a le même prénom. Presque, ouais. Super. Écoute, merci pour ton temps. Je donne un rendez-vous à tout le monde vendredi pour l'épisode spécial qui sera le bilan et qui sera la présentation de notre accompagnement One Step Forward, qui est un accompagnement d'un an pour rendre désirable votre entreprise en vue d'une acquisition. Et puis écoute, Cyril, merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt, à bientôt. Au revoir.